Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et tout de suite, notre invité de la matinale, invité politique, est Éric Bothorel. Il est député Renaissance de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lannion. Il est également candidat à sa succession aux législatives et il est avec nous ce matin. Il a fait la route pour nous rejoindre au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler évidemment de politique. On va parler du président de la République. Quelle blague, il a pris tout le monde de court. Tout le monde de court, pour celles et ceux qui observent la vie politique, c'était quand même la demande de la plupart des groupes politiques. Enfin, moi, ça fait 2 ans que mes concitoyens m'ont réélu comme député de la 5e circonscription, et ça fait 2 ans qu'à l'Assemblée nationale, régulièrement, quelle que soit la couleur du groupe politique, certains brandissent la menace d'une motion de censure. Le président, il a sifflé la fin de la récréation. J'espère vraiment que c'est la fin de la récréation, parce que l'image qui a été donnée du travail à l'Assemblée nationale, quand bien même des réformes importantes ont été portées, malgré tout, n'est pas très réjouissante et en tout cas ne satisfait pas les Français. Alors on a entendu beaucoup de choses sur justement l'Assemblée nationale, sur la bordélisation de l'Assemblée nationale par LFI en l'occurrence. Là on a vu les forces de gauche s'allient, on pourrait le dire comme ça, au sein du nouveau Front populaire pour bouter, en tout cas si j'en crois ce qui est dit et écrit dans les gazettes, pour bouter le Rassemblement national en dehors du champ politique. Est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer toujours au Rassemblement national? Est-ce qu'il ne faut pas faire progresser les idées plutôt? Vous savez, je lutte contre le Rassemblement national, mais je n'ai pas un seul adversaire. En l'espèce, le choix pour la 5e circonscription, il est simple pour les électeurs. Vous avez d'un côté ma candidature, celle d'un modéré, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est quelqu'un de libre. On y reviendra peut-être, mais c'est aussi quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un qui travaille. En tout cas, c'est ce que j'entends des témoignages qui me sont donnés des gens que je rencontre. Et puis ensuite, vous avez les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche. En l'espèce, une candidature, la France insoumise. Et les deux projets, si tant est que certains aient des projets véritablement, je les combats. S'agissant ensuite de l'appellation du nouveau Front populaire, il n'aura de nouveau que le temps de l'élection. Je me rappelle qu'en 2022, il y avait déjà quelque chose de nouveau, qui était la NUPES, donc on est encore sur du nouveau. Le nouveau Front populaire, il est avec le NPA, qui est le nouveau parti anticapitaliste, qui est nouveau depuis au moins 20 ans maintenant. Et je crois que ça ne leurre personne. Moi, je les pratique depuis 2 ans. La NUPES s'est fracturée en l'espace de quelques semaines, quelques mois, sur l'autel des désaccords qui existent en leur sein. Ils sont d'accord sur rien. Ils sont d'accord sur rien en géopolitique. Ils sont d'accord sur rien en matière de politique énergétique, entre les pro-nucléaires d'un côté et les fans des énergies renouvelables de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne marchent que sur une seule jambe. Ils sautillent et ils finissent par chuter. Donc voilà ce que c'est cet attelage, qui est un attelage qui fait campagne contre, pour éviter le Rassemblement national. Moi, je pense qu'il faut parler à tous les électeurs de nouveau. L'heure de la clarification est venue. Et le sujet, c'est de présenter un projet pour notre pays dans un contexte qui n'a pas changé parce que le Rassemblement national est arrivé en tête en France comme dans beaucoup de pays d'Europe. Et nous ne partons pas d'une feuille blanche. Poutine n'a pas un agenda qui se cale sur le nôtre. Il ne suspend pas ses opérations d'invasion de l'Ukraine. Le changement climatique, les climato-sceptiques du RN peuvent penser que parce qu'ils arriveraient au pouvoir, le changement climatique aurait la sagesse de ne pas aller plus vite que la vitesse à laquelle il va aujourd'hui. Mais moi, j'agis depuis 7 ans maintenant avec le monde tel qu'il est, pas le monde tel que je le rêve. Il y a eu cette fracturation, on va dire, du monde politique. En quelques jours, hein, le président, je le disais, a imposé un petit peu à marche forcée un calendrier très, très court, très bref, pour ces élections législatives anticipées. On a vu aussi une fracturation énorme à droite, avec le départ d'Éric Ciotti vers le RN. Est-ce que là aussi, Éric Bothorel, votre analyse, votre regard sur la droite est aussi sévère que votre regard sur les forces de gauche? D'abord, moi, je passe peu de temps à faire des commentaires politiques et à regarder ce qui se passe dans le camp des autres. Ce qui me préoccupe, c'est la vie de nos concitoyens et le choix qu'ils auront à faire pour le 7 juillet. Ce qui est déterminant, c'est de choisir son Premier ministre. Les tambouilles et le spectacle qui a été donné de la première semaine d'après dissolution n'est effectivement pas celle qui va permettre probablement de redorer le blason de l'image, de la parole publique, de la politique.
j'allais dire même médiatique, puisque chacun y va de son commentaire. Donc vous permettrez que ce matin, je ne m'appesantisse pas trop sur les sujets du devenir de la droite. Je regrette juste que certains, dans une tentation d'aventure individuelle, succombent à des idées qui peuvent être par ailleurs enfin quand je dis peu, sont nauséabondes. Enfin, soyons très clairs. Ciotti joue son destin personnel à Nice et souhaite embarquer le reste de son équipe, ce qui au demeurant, compte tenu des témoignages que là aussi je peux recevoir d'un certain nombre d'élus de la droite républicaine, la droite gaulliste, les attriste fortement. Je partage cette tristesse avec eux et désormais il faut qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas orphelins. Je crois que je peux incarner ce rassemblement entre les gens modérés de la droite, de la gauche, et c'est ainsi que je reçois aussi les premiers messages d'encouragement. Alors, il y a eu un message fort adressé par les Français, adressé par les Bretons. La Bretagne n'est pas forcément une terre d'élection du Rassemblement national. Elle ne doit surtout pas le devenir. Voilà, alors on va en parler évidemment, puisque vous représentez, vous avez envie de continuer l'œuvre déjà accomplie et aller plus loin. Il y a eu un signal fort sur... Alors, si on en croit en tout cas les instituts de sondage, ce qu'on pourrait dire le cœur du problème, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, et puis aussi l'immigration. Alors pourtant, la Bretagne n'est pas une terre touchée particulièrement par une immigration massive. Comment vous avez reçu ce vote? Comment vous l'avez compris? Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être un troisième facteur, c'est un rejet de la politique du gouvernement? D'abord, je pense que l'élection européenne est une élection qui est peu incarnée, malgré les efforts que les militants ont fait sur le terrain pour tenter de la rendre à la fois pertinente, intéressante au cœur des Français. Ça n'est pas le cas. Elle est perçue comme une occasion, en plus à mi-mandat, une occasion d'exprimer ses colères et ses souffrances. Donc il faut les entendre. Moi, je suis de ceux qui pensent et qui disent que nous avons une responsabilité collective, y compris avec les élus des collectivités. Entendons-nous bien. L'État n'a pas tout fait bien. Probablement que les collectivités n'ont pas tout fait bien non plus. Enfin, si nous étions dans un monde où chacun, dans son couloir de nage, avait exercé ses responsabilités avec le souci de l'efficacité du service rendu à la population, alors cette colère ne serait pas de ce niveau-là. Donc il faut qu'on s'interroge collectivement. Et vous avez évoqué le pouvoir d'achat, on me parle aussi des mobilités, on me parle aussi du logement. Et chacun conviendra que sur les problématiques de logement, ça n'est pas qu'une affaire de texte de loi. C'est une capacité d'investissement, c'est aussi qui fait quoi en matière d'aménagement du territoire, etc. Et je pense que donc on a devant nous, et après le 7 juillet, une responsabilité collective qui est, avec les élus de l'arc républicain, d'essayer de trouver cette plateforme, cette capacité à travailler ensemble pour répondre aux problématiques de ces concitoyens qui ne sont pas nés au Rassemblement national. Ils ont voté autre chose avant. Certains votaient à la France Insoumise, certains votaient au Parti communiste, certains votaient au Parti socialiste, certains votaient chez nous, certains votaient chez les Républicains. Enfin, c'est pas 30% de nouveaux électeurs. Et donc, ce sont souvent des gens déçus, des gens qui attendent plus. Pas uniquement sur le champ de l'immigration ou de la sécurité, si on veut lier les deux, ce que je ne souhaite pas faire, puisque pour moi l'immigration c'est aussi une chance, et nous avons des hôpitaux qui fonctionnent avec des personnes qui viennent d'autres pays. Nous avons des producteurs, l'Assemblée générale du Sérafel hier soir qui disait une année positive pour les légumiers. Je ne peux que trop savoir que la production de légumes chez nous tient aussi en partie sur des travailleurs qui viennent d'ailleurs, mais ces sujets-là, il faut que nous puissions les traiter et les regarder en breton, en costarmoricain. Et les costarmoricains, vous savez, moi je suis sur la circonscription qui a le plus grand trait de côte de toutes les circonscriptions métropolitaines. Quand les Bretons regardent la mer, ils ne la redoutent pas. Ils pensent qu'il y a des terres du possible, des échanges possibles, du voyage possible, des échanges économiques. C'est vrai à Roscoff avec les Johnny Onions, c'est vrai chez nous avec les pêcheurs qui cultivent, qui pêchent. Quand je dis cultive, c'est parce que je pense que la coquille Saint-Jacques, c'est une façon d'exploiter la mer et sa ressource et de la préserver qui est un peu différente de la pêche en tant que telle, qui ressemble à la chasse. Donc nous ne redoutons pas les horizons que nous ne voyons pas. Nous sommes plutôt ouverts à ces horizons. Et je pense que cet ADN breton et costarmoricain, il nous faut le cultiver. Et en même temps, répondre aux préoccupations des Françaises et des Français qui se réfugient dans des votes qui n'apporteront rien et jamais une solution pour eux, pour pouvoir
désarmer leur sentiment peut-être d'insécurité parfois, je l'entends aussi, d'absence de service public à d'autres fois. C'est souvent ce qu'on entend, hein, l'absence de service public dans les campagnes en particulier. Oui, alors moi je vais pas vous dire, écoutez, vous n'avez pas compris. Je renvoie à la très bonne tribune d'Ariane Mouchkine, de la responsabilité du peuple de gauche sur la façon dont il a pu progressivement mépriser les réclamations ou en tout cas les observations qui étaient formulées par les gens qui progressivement se sont réfugiés dans des votes extrêmes et plutôt au Rassemblement national. Donc je vais pas vous dire ce matin, vous savez, il n'y a pas de problème de service public chez nous. Même si j'ai ouvert 8 espaces France Service qui sont, pour celles et ceux qui les fréquentent, de merveilleux endroits très efficaces pour régler ces problèmes du quotidien sur différents volets, que ce soit sur la partie recherche d'emploi ou que ce soit sur d'autres choses encore. Donc nous faisons plus chaque fois. Le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique a augmenté de 6% depuis 10 ans. Donc on ne peut pas dire qu'on a désarmé les services publics, mais j'entends qu'il y ait des attentes à l'hôpital de Lannion et la régulation. C'est d'ailleurs parce qu'il y a des carences démographiques en matière médicale que nous faisons la régulation à la demande des médecins qui s'essoufflent. Nous n'avons pas essoufflé les derniers pour écrouler l'hôpital. Et il y a une forme d'impatience. Alors, ça se traduit par une accélération de notre calendrier. C'est ce qu'a dit à la fois le président de la République et le Premier ministre, dont je souhaite qu'il le soit de nouveau au 7 juillet. C'est continuons sur une trajectoire de responsabilité qui n'obère pas l'avenir de nos enfants, prenons en compte le réel et faisons en sorte que notre pays reste grand, parce que notre pays est grand et notre destin est grand aussi, et chacun doit pouvoir trouver sa place. Donc je suis venu et je viens de nouveau pour mener campagne pour porter cette parole, que c'est une parole d'espoir, mais d'espoir pas en l'air, d'espoir parce qu'on fait des choses. On a fait des choses sur l'emploi, on a divisé par 2 le taux de chômage dans notre pays. C'était quand même les débats qui nous animaient il y a encore 7 ans à peine. On a fait des choses sur l'hôpital puisqu'on a revalorisé les salaires et on a plus de médecins, plus que jamais de médecins en formation. En ce moment, nous étions à 12 000 il y a quelques années, nous visons les 20 000 en 2027. Rendez-vous compte, on a quasiment doublé le nombre de formations en matière de médecins en France. Tout ça nous permettra demain de réarmer notre hôpital. Mais effectivement, il faut 10 ans pour former un médecin. Alors celles et ceux qui ont des recettes magiques en disant on claque des doigts et demain parce qu'on rase gratis, parce que on a trouvé de l'argent magique. Et c'est pas une question d'argent là en l'espèce sur les médecins. Donc nous avons fait des choses que d'autres n'avaient pas fait. Revalorisation des personnels médicaux, ça faisait 20 ans que ça n'avait pas été fait. On l'a fait dans l'occasion du Ségur et c'est pas rien. C'est 200 € par mois, pardon. Et 200 € par mois, si je regarde ce que proposent mes adversaires, ça semble quand même quelque chose de cohérent parce qu'on va nous reprocher, on va dire mais c'est pas grand chose. Enfin, ils augmentent le SMIC de 200 €. D'ailleurs, je me demande pourquoi que de 200. Enfin, si vraiment ça n'a aucune incidence sur le fait que d'augmenter les prix d'un côté, je parle de la NUPES dans sa nouvelle version, et le blocage des prix par ailleurs va inciter beaucoup de boulangers à se lever le matin pour aller vendre du pain à pas cher avec des salariés qui lui coûtent plus cher. Je sais pas comment ils font, mais ils font 1600 €. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on vit bien à 1600 €? Je suis pas sûr. Pourquoi pas 1700? Pourquoi pas 1800? Il y a une règle arithmétique qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche plus. À partir de combien ça ne marche pas? C'était 2000 €? C'était 2500 €? Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et du côté du Rassemblement national, je ne peux même pas vous parler de son projet. Ça ressemble à une ratatouille qui, chaque jour, se vide de ses ingrédients. On en perd un chaque jour. Alors, il y a justement ces projets qui coûtent cher. Hein. On a vu... Près de 300 milliards pour certains, 150 milliards pour d'autres. Voilà, ils ont été budgétés et ce sont les chiffres, effectivement, qui ont été donnés. Éric Bothorel, on pointe aussi du doigt le gouvernement avec ce dérapage budgétaire. On a vu beaucoup de critiques à l'endroit de Bruno Le Maire en particulier. Est-ce que ça va être facile de tenir les objectifs avec aussi des objectifs en phase d'économie, en tout cas pour faire en sorte que la France dépense moins et puisse aller dans la voie qu'elle s'est fixée en termes d'économie. Le dérapage budgétaire, on l'assume pour partie. Enfin, un peu plus de 3 000 milliards de dettes, ça n'est pas le seul exercice des 2 mandats, dont un en cours, du président de la République. Pour partie, nous l'avons aggravé au moment du Covid. Mais c'est une aggravation qui était saine. Nous avons payé une partie des salariés du privé, près de 80% ici dans les Côtes-d'Armor, à ne pas travailler. Parce que nous avons souhaité nous mettre à l'abri d'une casse brutale qui empêcherait le redémarrage de l'économie au moment où elle a redémarré. Ce que nous voulions, c'est produit. C'est-à-dire que à la fin
de l'épisode Covid, notre économie a redémarré. Et nous l'avons pas eu, nous l'avons pas renoué avec le chômage. C'est l'enseignement de ce qui s'était passé pendant la crise des subprimes. Rappelez-vous, pendant la crise des subprimes, nous n'avons pas fait appel au chômage partiel. Ce que l'Allemagne avait fait. Quelle a été la conséquence de la crise des subprimes? Ça a été l'écroulement du pays et ça a été le regain du chômage. Donc, ce choix, il était totalement assumé. Nous avons assumé aussi d'engager des dépenses supplémentaires sur le renforcement de nos moyens militaires, avec une loi de programmation militaire sans pareil. Est-ce que c'était idiot de le faire avant que d'autres décident d'envahir des pays qui sont aux portes de l'Europe? On pense à la Russie, évidemment. Non, mais vous savez, le monde change. J'étais aux commémorations du débarquement du 6 juin 44, où des gens d'ailleurs qui ne connaissaient pas la Normandie sont venus se battre pour libérer l'Europe, ce qui doit nous questionner sur notre façon de nous positionner par rapport à la défense que l'on veut de l'Ukraine. Mais est-ce qu'il serait raisonnable d'imaginer dans un monde qui redevient en tension, avec des choses que nous avions oubliées, de baisser la garde sur les moyens que nous devons consacrer à notre armée et dans des conflits qui prennent des dimensions aujourd'hui qu'elles n'avaient pas avant. Je pense aux dimensions hybrides et je pense notamment au sujet cyber. Les conflits, le monde est en conflit et il faut pouvoir y répondre. Et les conflits prennent différentes formes, soit des choses effectivement très dures et très intenses comme la guerre, soit des choses moins intenses, plus abattoirs, en tout cas, mais avec un impact que sont les ingérences et la capacité de vouloir déstabiliser les démocraties. Donc il nous faut des moyens renforcés. Mais le camp de la raison, c'est le nôtre. Nous avons fait la démonstration que nous étions à la fois capables d'organiser nos investissements financiers pour nous donner les moyens d'accomplir les missions qui sont des missions prioritaires et qui touchent au quotidien les Françaises et les Français, parmi lesquels la sécurité, la santé, et il y aurait d'autres sujets à déployer ce matin, mais qu'on vienne pas nous faire des leçons sur l'orthodoxie budgétaire. Vous savez, ça fait quelques années maintenant que je suis à l'Assemblée nationale, il ne manque pas ni des voix ni des camps de la gauche ni du camp de la droite de propositions d'amendements chaque année au projet de loi de finances de ceux qui aujourd'hui nous reprocheraient d'avoir laissé partir et filer les comptes publics. Et je peux vous servir les centaines de millions d'amendements qui sont proposés par la droite ou par la gauche. C'est trop facile de dépenser plus et d'ensuite nous reprocher d'avoir par ailleurs fait des choix qui sont pas les leurs. Alors je vous sais attaché aux questions de cyberdéfense. Là aujourd'hui on entend beaucoup parler d'ingérence dans les campagnes électorales ici en France, bien sûr. Aux États-Unis évidemment, avec une autre élection qui va intervenir en novembre et qui pourrait voir le retour de Donald Trump, mais j'allais presque dire ça, c'est une autre histoire. C'est une inquiétude aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui dans cette période électorale, avec les tensions qu'on connaît, le climat que l'on connaît ici en France, d'avoir des pays qui peuvent je veux dire, sensiblement modifier le vote, s'introduire dans la démocratie. Oui, ça l'est. Enfin, c'est une préoccupation et je salue le travail des agents de Viginum qui travaillent sur ce sujet-là. Je salue aussi les acteurs du quotidien, les simples citoyens qui font du recueil en source ouverte sur les réseaux sociaux et sur les internets et qui permettent le travail là aussi de ces agents. Je crois que le président de la République, quand il avait reçu Poutine, avait été très clair sur l'attribution d'un certain nombre de ces soit tentatives de déstabilisation, ingérence. Et oui, ça fait partie des composantes que l'on a aujourd'hui dans le paysage. Et je crois que nous avons des gens vigilants. Je salue l'Arcom aussi qui fait un travail vigilant sur la façon dont les médias, par ailleurs, sont en capacité de s'extraire de l'influence d'un tel ou d'un tel. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, à Bretagne 5, on est plutôt serein et tranquille. Oui, voilà. Oui. L'Arcom, nous surveille, je mets les guillemets qui s'imposent, mais évidemment est très vigilante. Et nous aussi, sur les sources d'information, on n'est pas à l'abri d'avoir une mauvaise source, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que ça ne passe pas à l'antenne si on n'est pas sûr de la source. Mais c'est votre réputation qui est de toute façon totalement acquise aujourd'hui. Je pense que Bretagne 5 est un média sérieux et
et qu'il n'y a aucun sujet là-dessus. Voilà, et on n'est pas les seuls, hein, je rassure les auditeurs, hein, la radio en règle générale... Mais ils n'étaient pas inquiets, vos auditeurs, je crois pas qu'ils étaient inquiets. Non, je crois pas. Éric Bothorel, justement, les médias, c'est aussi aujourd'hui une grande source, alors j'allais presque dire d'inquiétude, en tout cas pour les médias publics, certains proposent, enfin en tout cas certains candidats proposent leur privatisation. Du côté de la majorité présidentielle, on est plutôt sur un regroupement des médias d'audiovisuel public. Est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui de rebattre les cartes aussi des médias? Est-ce que les médias finalement font toujours leur boulot aujourd'hui? Est-ce qu'ils arrivent à le faire bien? Moi d'abord, je veux avoir une pensée pour Monsieur Deloire qui nous a quittés et qui avait entamé ce travail sur les états généraux de l'information. C'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer, notamment sur le combat des otages. Il était bien évidemment bien impliqué au sein de Reporters sans frontières. C'était un homme avec lequel j'ai trop peu échangé, parce que la vie a fait que nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois à peine, notamment dans le cadre de ces états généraux de l'information, mais j'ai eu l'opportunité d'être auditionné par ces états généraux de l'information. L'interrogation sur le rôle des médias, leur place, leur devenir, dans un paysage qui là aussi... Il y a une formule d'OSS 117 qui dit « le monde n'attend pas quand il s'adresse à certains sur une plage ». Dans un monde qui a changé et qui est bouleversé par l'intelligence artificielle générative, par exemple, doit nous interroger de la façon dont, que ce soit les médias publics ou les autres, finalement, nous œuvrons à permettre à nos concitoyens au contact des médias de devenir des vrais citoyens, de vrais adultes, des gens qui s'enrichissent des perceptions culturelles qui peuvent être, ou des sensibilités culturelles qui peuvent être différentes. On va pas refaire l'ORTF. D'abord, ce serait une erreur. Ça s'est été un peu reproché. On a dit, voilà, on revient à l'ORTF. Non, mais enfin, moi, j'y crois pas un seul instant. Enfin, d'abord, vous me connaissez aussi, je suis quelqu'un qui est capable d'avoir une parole libre. Et je suis capable d'avoir aussi des positionnements différents par rapport à la majorité à laquelle j'appartiens. Je suis quelqu'un de loyal. Je me suis engagé et je me réengage là en l'espèce derrière Gabriel Attal, parce que la vraie campagne pour le 7 juillet, c'est de savoir qui sera Premier ministre. Mais je pense que ce débat autour de l'audiovisuel, il est plus large que simplement la façon de traiter France 3, France Télé, etc. Je salue mon ami Robin Durand de France 3, dont je sais que le travail qui est fait notamment sur la partie régionaliste, et enfin sur la partie de la région, sur la capacité d'avoir des segments, des décrochages, etc. est fondamental. Donc moi j'ai pas d'avis d'organisation en tant que tel. Est-ce qu'il faut une holding, un regroupement, etc. Ce qui compte à la fin, c'est que l'audiovisuel public ou associatif puisse trouver ses moyens d'expression, et vous l'avez dit tout à l'heure, sans être les agents relais de paroles politiques ou d'intérêts extérieurs qui viendraient nuire aux valeurs fondamentales de notre République. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Nous sommes le pays de l'humour, nous sommes le pays de ces diversités qui font que c'est ça notre richesse, donc il faut continuer de l'entretenir. Voilà, la diversité sur les antennes, la diversité aussi dans nos rues. Je parlais d'immigration tout à l'heure, je voulais vous entendre quand même sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui préoccupe évidemment les forces d'extrême droite, hein, on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui ont peur de l'immigration? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur de l'autre? Je n'ai pas la réponse à cette question, en vérité. Enfin, quand vous leur posez la question, d'ailleurs, ils ne savent pas vous répondre. Enfin, parce que moi, j'en parle régulièrement, j'en parle sur les marchés, j'en parle dans les bistrots que je peux fréquenter, à Paimpol de temps en temps, à Le Guivy-de-la-Mer par ailleurs, ou dans le Trégor. Parce que pour un homme public, il y a rien de tel que de vivre comme tout le monde. Hein. Donc, à un moment donné, boire un coup en terrasse... on apprend beaucoup de choses dans les bistrots, hein, même les journalistes. Oui, ou chez le coiffeur. Enfin, il y a 1000 lieux pour capter les signaux. Mais quand vous posez la question d'où vient la raison pour laquelle je me méfie de l'autre ou j'ai peur de l'autre, j'ai pas véritablement la réponse. Je pense qu'il y a un effet aussi, parfois biberonnage, CNews... qui fait peser un climat hyper oppressant en fait, ou angoissant, avec du fait divers qui peut-être ici ou là réexploité. Il y a des réalités aussi, il y a des réalités
qui surgissent et qui renforcent cette conviction que l'étranger est une menace. Et je n'ai pas, j'ai probablement pas la réponse. Vous pouvez apporter les arguments en disant, vous savez, mais c'est aussi des gens, je le disais tout à l'heure, qui travaillent dans les champs, dans les hôpitaux. Je vais pas les citer parce que c'est des cas individuels, mais j'y travaille parfois la régularisation de médecins étrangers. Et je connais, sans le citer, des services de certains de nos hôpitaux de la circonscription qui tourneraient pas s'ils n'étaient pas là. Alors, vous avez la doctrine du Rassemblement national qui nous fait le droit du sol, qui n'est pas la doctrine bretonne, j'ai dit tout à l'heure, parce que le droit du sol, il s'arrête pas à l'estran, hein, et que on navigue et on a des échanges. Mais il faut pouvoir répondre à ce sentiment d'insécurité lié au fait que même si ça se passe ailleurs, alors plutôt dans les grandes métropoles, certains redoutent que ça puisse arriver chez nous. Quand je dis ça puisse arriver chez nous, c'est l'attribution d'une certaine forme de violence à une partie de la population dont on va imaginer que majoritairement c'est plutôt des gens qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique, d'ailleurs. Il y a eu le cas emblématique de Calac. Pardon ? Il y a eu le cas emblématique de Calac où effectivement on a vu un rejet d'un centre d'accueil et une pression importante Horizon. Voilà. Oui, vous pouvez citer ça. Enfin, moi, je veux croire qu'au soir du 7 juillet, et déjà au 30 juin, la terre bretonne et la terre costère-mauricaine saura retrouver des couleurs qui sont pas celles du drapeau bleu marine du Rassemblement national. Ça, vous pouvez pas l'imaginer. Si demain, Jordan Bardella accède à Matignon, quel sera votre état d'esprit ? J'imagine une grande déception. Mais c'est pour ça que je me suis de nouveau présenté. Vous savez, quand le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale le soir de cette élection, je me suis dit, c'est ce combat, d'abord parce que le Rassemblement national est en tête partout, et partout dans la circonscription, à l'exception de quelques communes, sur l'ouest du Trégor, et puis je pense à l'île de Bréa, je pense à Perros-Guirec en particulier, et pas que. Enfin, elles sont pas nombreuses. Moi, le combat contre le Rassemblement national, plutôt contre ses idées, ces électeurs ne sont pas des pestiférés, je le disais tout à l'heure, ils viennent pour la plupart d'ailleurs, et donc il va falloir leur parler. Il va falloir leur parler pour les convaincre que de se réfugier dans le camp des extrêmes n'a aucun sens et n'apportera aucune solution pour eux. Donc je les rends pas responsables de ce climat et de cette idéologie qui fait le rejet de l'autre. Enfin, soyons très clairs, les électeurs du Rassemblement national, c'est pas tous des gens qui ont fait leur classe dans la Wehrmacht. Et si demain on les considère comme ça et qu'on les rejette comme ça en disant vous n'avez rien compris, il n'y a pas de la place au nazisme dans les Côtes d'Armor, vous avez touché une petite part. Pour autant, puisque l'idéologie socle du Rassemblement national, c'est quand même bien ça, je ne me voyais pas abandonner mes concitoyens et dire bon, je vous laisse les clés parce que maintenant vous allez avoir le choix entre le chaos ou le désastre, les excités de la France insoumise que je fréquente depuis 2 ans et qui bordélisent l'Assemblée nationale, et le projet plus dangereux et plus cynique du Rassemblement national. Donc oui, je me suis engagé de nouveau, et je vais m'engager jusqu'au bout de cette campagne, pour que la voix modérée, la voix raisonnable des gens du Trégor et du Goëlo, qui en général, face aux tempêtes, se lèvent les manches et affrontent le réel, eh bien je souhaite pouvoir leur représentant de nouveau. En tout cas, vous êtes combatif, Éric Bothorel. Vous étiez notre invité ce matin dans la matinale de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, donc la circonscription alors de Lannion, hein, c'est le terme générique. Vous êtes donc candidat à votre succession aux législatives. Et je crois savoir que là, ça y est, vous repartez en campagne en quittant le micro. Mais ça fait 7 ans que je suis en campagne. je vais aller sur le marché de Perros-Guirec et puis cet après-midi du porte-à-porte, et je crois qu'on est... ce 21 juin, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les musiciens, puisque c'est la fête de la musique. Voilà, et c'est l'anniversaire de Bretagne 5, 9 ans. Eh ben, bon anniversaire Bretagne 5. Merci beaucoup Éric Bothorel d'avoir été avec nous, très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.